Bonjour, bienvenue dans l'épisode 18 de Dessine-moi un divan, le podcast pour penser la psychanalyse autrement. Je suis Candice Medina-Maro, créatrice de ce podcast, et aujourd'hui, pour poursuivre dans la thématique de la place du corps en psychanalyse, je vais parler des corps en séance et dans le transfert. Vous êtes prêtes ? Vous êtes prêts ? L'aventure nous attend, c'est parti ! Selon Lacan, le corps est du registre de l'imaginaire. Il est une image, celle que l'on a de notre enveloppe. Une image qui n'est pas unifiée ou harmonieuse. Elle ne correspond même pas au reflet que nous voyons dans le miroir. C'est alors tout un travail de reconstruction que mènera l'analysante ou l'analysant dans le cabinet de l'analyste. Ce corps qui nous aliène, qui se fait notre porte-parole via nos manifestations, est le lieu possible d'une désaliénation dans l'expérience de la psychanalyse. Mais pas que, bien entendu. Il l'est également dans toutes les pratiques qui le mettent en mouvement, tant physiquement que psychiquement. La psychanalyse ne cherche pas à normaliser ou à faire disparaître directement les manifestations psychiques et ou somatiques. Elle propose de mettre en travail l'histoire de chaque personne dans ses multiples dimensions, pour tisser un récit subjectif, pour qu'elle s'approprie son histoire et trouve davantage de liberté. L'analyste est celle ou celui supposé savoir, ce qui constitue une croyance nécessaire dans un premier temps pour l'analysant ou l'analysante. Toutefois, l'analyste ne doit pas en être dupe, car celui ou celle qui sait est la personne qui fait une psychanalyse, même si le savoir est inconscient. Bon, je vous ai dit qu'aujourd'hui, on allait parler de la place des corps dans le transfert. Ok, et donc, c'est quoi le transfert ? Vous demandez-vous certainement, ou pas. Donnons la parole à Ferenczi, citant Freud. Que sont les transferts ? Ce sont des rééditions, des reproductions d'impulsions et de fantasmes qui sont réveillées par le progrès de l'analyse et qui se caractérisent par la substitution du médecin à une personne antérieure. Ok, alors on reprend. Ce que dit Ferenczi en substance, c'est que le transfert n'intervient pas uniquement dans la relation thérapeutique ou entre analyste et analysant. Il est présent dans toutes les relations interpersonnelles. Certes, mais c'est quoi précisément ? Figurez-vous que le terme allemand, Übertragung, désolé pour mon accent allemand qui est sûrement pas très bon, signifie transmission. Or, en français, transmission et transfert ne signifient pas exactement la même chose. L'idée contenue dans le mot transmission en français est celle de quelque chose qui passe, voire qui se passe de personne à personne. Dans la psychanalyse, les choses passent par la parole. Il y a bel et bien une histoire qui se transmet parce qu'une parole advient. Alors que le transfert renvoie à un déplacement. En résumé, disons que le transfert, c'est ce qui est en jeu dans chaque relation, pour chaque personne. Il y a bien quelque chose qui se déplace, venant d'autres relations sur la relation à une autre personne, et la relation analytique notamment, et qui se transmet de l'histoire de la personne. Enfin, la position de l'analyste consiste, entre autres, à ne pas être dupe du fait qu'il ou elle est pris pour l'avatar d'un revenant, comme le dit Freud, à savoir une personne toujours fantasmée, c'est-à-dire toujours représentée d'une certaine manière pour l'analysante ou l'analysant, marquante de sa vie passée et présente. Et donc pas juste d'une personne, mais de la relation avec cette personne. Qui dit transfert, dit contre-transfert. Mais au final, c'est un usage qui permet davantage, il me semble, ça n'engage que moi, de signifier la place de chaque protagoniste, analyste, analysant, analysante. Mais l'idée est la même. Disons que la relation analytique vient faire écho à des endroits de l'histoire de l'analyste. Et c'est à elle ou lui de s'en dépatouiller par ailleurs. La psychanalyse part d'une demande, celle que l'analysant ou l'analysante adresse à l'analyste. Et pourtant, déjà là, il s'agit d'entendre ce qui se dit au-delà de cette demande, ou en deçà peut-être, qui probablement, du coup, est une demande qui en cache une autre, ou bien d'autres. Ça peut être une demande de guérison, de diagnostic, une demande de reconnaissance, une demande de comprendre, une demande d'écoute, etc. D'ailleurs, le type de demande, au-delà de la demande elle-même, met en jeu la place à laquelle celui ou celle qui émet la demande met l'analyste. C'est bien la raison pour laquelle l'analyste ne doit pas être dupe de la place à laquelle l'analysante ou l'analysant souhaite le ou la mettre, et de rester là où elle peut précisément proposer une nomination, c'est-à-dire nommer, et une interprétation. Quoi qu'il en soit, il s'agit pour l'analyste à la fois d'entendre l'autre discours qui se dit dans le discours de l'analysante ou l'analysant, c'est-à-dire d'entendre l'équivocité de ce que dit l'analysant ou l'analysante, mais également d'entendre le discours de l'autre avec un grand A qui se dit dans son discours. Là se tient le lieu de l'interprétation et de la nomination.
dans une intervention qui propose un supplément de signifiant, comme le dit Lacan. On en vient au rapport que nous entretenons avec la langue, qui, au-delà de la possibilité de communication qu'elle suppose, nous constitue et nous traverse. L'inconscient, nous dit Freud, est structuré comme un langage. Le corps lui-même est pris dans le langage, et c'est cela qu'il y a à interpréter. Là où la langue et le corps disent, et comment les deux s'articulent. On pourrait d'ailleurs dire qu'il se crée une forme d'espace commun de communication entre l'analyste et l'analysant ou l'analysante, dans lequel elle dit de manière tout autant implicite qu'explicite ce qu'elle a à dire. C'est un espace dans lequel l'analyste doit également se mettre à l'écoute de son intuition, de son ressenti, de ce qu'elle entend de manière tout autant implicite qu'explicite, pour entendre ce qui se dit et proposer une nomination et ou une interprétation. Dans la psychanalyse, le corps se fait le lieu d'un espoir paradoxal de désaliénation. Qu'est-ce que je vous raconte, vous dites-vous peut-être? Qu'est-ce que l'aliénation? Bon, grosso modo, c'est ce qui se rapporte aux représentations, aux images qu'on a de soi, des autres, du monde, qui sont intériorisées tant au niveau corporel que psychique, à partir notamment du désir de l'autre avec un grand A. La psychanalyse propose justement de mettre en travail ces lieux d'aliénation, c'est-à-dire ces endroits où nous sommes aliénés, donc partout en fait. Or, ce processus d'émancipation est assez paradoxal, dans la mesure où une certaine aliénation au dispositif psychanalytique est nécessaire pour que le transfert se fasse, tout en gardant à l'esprit que l'analyste n'est autre qu'un avatar des revenants de la vie passée et présente de l'analysant ou l'analysante. Pour en revenir au corps, la psychanalyse peut notamment proposer de tenter de constituer ou reconstituer l'image du corps de celui ou celle qui vient en séance, dans un processus de désaliénation, autant que faire se peut, via une nouvelle aliénation, dans une certaine mesure, vis-à-vis de l'analyste et ou du cabinet de l'analyste, dont il faudra également se désaliéner. En voilà un beau programme. Bref, pour résumer, c'est dans une dialectique entre aliénation et désaliénation que la liberté du sujet peut jaillir, dans la mesure du possible ou de l'impossible, car on est d'accord, nous ne serons jamais totalement libres. Et c'est ok. Le corps est le lieu de la parole. Le corps qui se présente en analyse, tout autant que l'image qu'en a l'analysant ou l'analysante, se propose comme lieu d'expression des manifestations psychiques, et donc de la vérité du sujet. Le corps se dit aussi par la parole, et c'est par elle que le sujet peut espérer trouver un peu moins d'aliénation, voire beaucoup plus de liberté. C'est par le corps que le sujet peut se dire. C'est là aussi que les sanglots apparaissent, là où les cordes vocales vibrent, là où les mots MOTS et les mots MAUX résistent. C'est aussi la raison pour laquelle Alice Miller nous met en garde au sujet des thérapies qui reposent sur la suggestion. Toute une série de mesures et de techniques thérapeutiques ont pour but la manipulation de ces émotions. On nous indique doctement comment stopper le chagrin et générer du plaisir. Mais au bout d'un certain temps, le corps va signaler par une rechute qu'il n'a pas été écouté. Fin de citation. Et d'une certaine manière, c'est tant mieux. Tant mieux car le corps va continuer de dire des choses jusqu'à ce qu'il soit écouté. Et donc jusqu'à ce que l'analysante ou l'analysant entende ce qu'elle essaie de se dire à elle-même ou lui-même à travers les mots MAUX de son corps. Et l'analyste dans tout ça, que dire de son corps? Eh oui, certes, c'est le corps de l'analysante ou l'analysant qui se dit, qui se montre, qui vient mettre au travail ses névroses et ses traumatismes en séance. Certes. Néanmoins, l'autre corps, le corps de l'autre, de cet autre-là qu'est l'analyste, joue un rôle clé dans le travail qui se tisse. Oui, mais lequel? Eh bien, tout commence peut-être par un regard. Le regard intériorisé, introjecté de l'autre, avec un grand A, de son désir, exerce un pouvoir considérable sur l'image inconsciente que nous avons de notre corps. Difforme, déformé, sans contour clair et stable, abusé parfois, ce corps peut avoir besoin de se reconstituer, quand ce n'est pas de se constituer tout court, et pour cela, il a besoin d'un autre regard, du regard d'un autre. Eh bien en analyse, c'est celui de l'analyste, dans le travail de reconstitution de son corps par l'analysante ou l'analysant, qui peut lui permettre de se reconnaître, au sens d'être reconnu, au sens d'une image, d'une représentation, que l'analysant peut avoir besoin de mener. C'est du fait même de sa présence que l'analyste peut proposer un support à l'élaboration du travail de reconstitution corporelle, fantasmé toujours, au sens d'une image, d'une représentation, que l'analysante ou l'analysant peut avoir besoin de mener. Tiens, et on en revient à parler du divan. Vous savez, cette diva dont j'ai commencé à parler dans l'épisode 8. En effet, le divan, d'une certaine manière, peut endosser ce rôle de support, permettant à l'analysant de sentir les contours de son corps, de ne pas s'effondrer, ou plutôt de le pouvoir en étant soutenu par cet objet.
Malgré la règle d'abstinence, et donc l'absence de contact physique entre analyste et analysant ou analysante, le corps est soutenu. Oui, mais alors, comment ça se passe lorsque les séances ne se font pas au cabinet, mais qu'elles se font par téléphone? Je vous propose qu'on ponctue là-dessus, et d'ici la prochaine fois, je vous souhaite de belles explorations.